Imaginez un doux après-midi d'automne à Avignon, la ville des palais papaux et du Mistral violent, où les feuilles jaunes des arbres tombent doucement, comme les dernières notes tristes d'une chanson d'amour. C'était le 23 septembre 2025, lorsque le monde de la musique fut bouleversé d'apprendre le décès de Mireille Mathieu, le moineau d'Avignon, à l'âge de 79 ans, des suites d'une brève maladie. Ce n'était pas une mort subite due à un accident ou à un scandale, mais un départ discret, tel un murmure sur le Rhône, laissant un immense vide dans le cœur de millions de fans. Ses funérailles, célébrées en l'église Saint-Agricole d'Avignon, où elle avait chanté ses premiers cantiques à l'âge de 4 ans, devinrent une scène déchirante, une tragédie saisissante de la perte d'une icône. Des milliers de personnes se rassemblèrent dehors, des habitants qui avaient vu la petite Mireille rouler à vélo contre le Mistral pour aller travailler à l'usine, aux fans inconditionnels venus d'Allemagne, de Russie et du Japon, où sa voix était messagère de paix. L'air était lourd, humide, avec quelques bruines occasionnelles, comme si le ciel lui-même pleurait la jeune fille, dont la voix française avait résonné dans le monde entier. Sa famille, ses proches, ont dû assister à la scène avec une douleur déchirante. Aînée d'une fratrie de 14, Mireille avait toujours été le pilier spirituel de sa famille, ayant sacrifié son enfance pour travailler dès l'âge de 13 ans, envoyant de l'argent pour soutenir ses cadettes comme Christiane Mathieu et Monique Mathieu, ses sœurs pour les plus proches, aujourd'hui ses managers. Sa mère, Marcelle Sophie, est décédée en 2016, à l'âge de 94 ans, enterrée dans le mausolée familial à Avignon, mais son père, Roger Mathieu, tailleur de pierre, à la voix de ténor rêveuse, qui avait chanté avec sa fille sur l'album de Noël de 1968, est décédé en 1985, laissant un vide que Mireille a toujours comblé de visites. Aujourd'hui, ses frères et sœurs, et en particulier Monique, qui a vécu avec elle pendant plus de 40 ans dans la maison familiale d'Avignon, s'agenouillent près du cercueil, le visage pâle, les yeux rougis par les nuits blanches passées à son chevet. Christiane, son autre sœur, lui serre la main et murmure les prières catholiques préférées de Mireille, avec Sainte Rita, sa sainte patronne, comme une fragile consolation. Leur deuil n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'un chapitre familial épique, de la pauvre maison en bois où la pluie s'infiltrait par le toit, à l'appartement social de 1954, et enfin au mausolée familial où Mireille repose aujourd'hui auprès de ses parents. Cette scène funéraire n'était pas seulement un rituel, mais l'aboutissement d'une vie de dévouement où les pleurs se mêlaient aux mélodies de Mon Credo, résonnant dans les haut-parleurs, rappelant à tous le parcours d'une jeune fille contrainte d'écrire de la main droite parce qu'elle était gauchère, à une diva qui a conquis le monde. L'héritage que Mireille a laissé à des millions de fans est inestimable, un véritable trésor de musique intemporelle, mais c'est son départ qui a suscité une immense tristesse. Elle a vendu plus de 190 millions de disques et enregistré plus de 1200 chansons en 11 langues, du français à l'allemand, en passant par le russe, le chinois et même l'anglais, se produisant à Las Vegas aux côtés de Dean Martin et Elvis Presley. Des tubes comme La dernière valse, Acropolis adieu ou une reprise de Blue Bayou de Roy Orbison n'étaient pas seulement de la musique,
mais des fragments de son âme, une voix de soprano puissante et émouvante, rappelant Édith Piaf, mais avec un accent provençal prononcé. À ses funérailles, le président français Emmanuel Macron a déposé une gerbe, la qualifiant de voix de paix et d'amour, et le pape François, qui l'a rencontré en 1987, lui a adressé un message. Elle était une chanteuse d'amour et de paix. Des millions de fans à travers le monde, des grands-mères berlinoises qui se souviennent de l'album Unter dem Himmel von Paris de 1993 aux jeunes Russes fascinés par Santa Maria de la Mer, tous ont ressenti cette perte comme s'ils avaient perdu une partie de leur enfance. Ce fut une immense tristesse, car Mireille n'était pas seulement une chanteuse, mais un symbole de résilience, de la pauvreté, de la dyslexie qui l'a fait perdre une année scolaire, aux nuits où elle ne dormait que 4 heures pour s'entraîner à chanter. Ses funérailles déchirantes, dont le cercueil était recouvert de Rose Mireille Mathieu, la fleur nommée d'après sa couleur de rouge à lèvres préférée en 1988, furent l'adieu final où famille et fans ont chanté ensemble « Ne me quitte pas », la voix tremblante, les larmes aux yeux. Mais son héritage perdure à travers ses disques, ses concerts légendaires à l'Olympia de Paris et les leçons de foi, oui, je crois, qu'elle a laissées aux générations futures. Cette douleur, bien que déchirante, nous rappelle aussi que la vie de Mireille est une belle chanson d'amour triste, se terminant sur des notes éternelles. La plus grande tristesse de la vie de Mireille Mathieu, au-delà de la gloire et des tournées mondiales, fut la mort subite de Johnny Stark, le manager, le père spirituel et le mystérieux américain, qui fit de l'Avignonnaise une star mondiale, le 24 avril 1989, lorsque Johnny décéda d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans, le monde de Mireille s'écroula. Je me sentais orpheline, ayant perdu l'homme qui m'avait tout donné, confia-t-elle dans son autobiographie de 1988. Oui, je crois. Ce n'était pas seulement la perte de sa carrière, mais la profonde douleur émotionnelle qui la plongea dans une profonde dépression, qu'elle lutta pendant des années sans psychanalyse. Johnny Stark, surnommé l'Américain par son père et sa fille en raison de son style américanisé, la remarqua lors d'un concert d'été en 1965 avec Enrico Macias. « Si tu travailles jour et nuit, promit-il, je ferai de toi la plus grande star de France. » Et il l'a fait. Du contrat avec Barclay Records à la tournée du London Palladium de 1967, devant la reine Elisabeth II, en passant par les soirées à Las Vegas avec Elvis Presley. Leur relation était comparable à celle du colonel Parker et d'Elvis, puissante, mais aussi autoritaire, avec des litiges juridiques ultérieurs concernant la gestion. À sa mort, Mireille a dû gérer elle-même la complexité de son héritage financier, passant des années avec des avocats. Elle avoue « J'ai souffert d'une grave dépression, mais je m'en suis sortie sans médecin. » La tristesse était immense, car Johnny était non seulement son manager, mais aussi son coach. Il l'obligea à couper son carré emblématique en 1965 pour ressembler à Piaf, mais la protégea aussi du scandale, l'aidant à enregistrer « Mon Credo », un tube à succès en 1966. Après sa mort, sa carrière stagna, les concerts étant annulés pendant la guerre du Golfe de 1990. Et elle dut compter sur sa sœur Monique comme manager intérimaire, ce qui déclencha le conflit
avec son assistante Nadine Joubert, l'événement le plus controversé de sa carrière, lorsqu'elle prit la direction du bureau de Stark, et résilia le contrat de Joubert, dans ce que les médias appelèrent une guerre civile. La douleur était d'autant plus poignante qu'elle lui rappelait la pauvreté de son enfance. Mireille priait. « Dieu, fais un miracle pour me sortir de la pauvreté. » Et Johnny était ce miracle. Elle disait un jour que durant ses nuits de déprime, elle écoutait La dernière valse, la chanson qu'il avait choisie pour elle, et pleurait se sentant abandonnée, comme à la mort de son père, Roger, en 1985, la laissant seule avec ses 14 frères et sœurs. Comparé à d'autres chagrins, comme son premier échec au Ed Sullivan Show en 1967, où le public américain la prenait pour Piaf, ou la pandémie de Covid qui la laissa seule pour son premier Noël en 2020, la tristesse de perdre Johnny fut la plus grande, car elle marqua la fin d'un conte de fées, comme la presse avait qualifié sa carrière après Jeu de la chance en 1965. Cependant, cette douleur l'a aussi formée, l'aidant à revenir avec l'album De tes mains en 2002 et la tournée du 60e anniversaire en 2025, prouvant, comme elle le chantait dans « Un jour tu reviendras », que l'amour et la musique reviennent toujours. Cette tristesse, bien qu'immense, témoigne d'une vie de sacrifice, où la perte devient une source inépuisable d'inspiration. L'événement qui a changé la vie de Mireille, Mathieu, fut sa victoire au concours de chant d'Avignon de 1964. On chante dans mon quartier. Ce moment décisif qui a transformé cette jeune ouvrière de 18 ans en Piaf d'Avignon, lui ouvrant les portes de Paris et d'une carrière internationale. Avant cela, sa vie était un cycle de pauvreté. Née en 1946 dans une famille de 14 enfants, elle vivait dans une maison en bois délabrée près du cimetière Saint-Véran, où son père Roger avait creusé une tombe et chanté rêveusement du ténor. À 13 ans, elle abandonna l'école à cause de sa dyslexie et de sa gaucherie forcée. Elle travailla à l'usine de Montfavet, faisant du vélo contre le Mistral avec sa sœur Monique pour payer les cours de chant de Laure Collière. Elle chanta à l'église et dans des colonies de vacances, mais perdit 2 fois lors de concours locaux, en 1962 avec les Cloches de Lisbonne, 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 en 1962 avec les Cloches de Lisbonne. 1962 avec les Cloches de Lisbonne, en 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 1962 avec les Cloches de Lisbonne,
En 1962, avec les cloches de Lisbonne. 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 962, avec les cloches de Lisbonne. 962, avec les cloches de Lisbonne. 962, avec les cloches de Lisbonne. 1962, avec les cloches de Lisbonne. En 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 1962,